Bonjour à toutes et tous, ce tuto va vous permettre de corriger de manière individuelle l'évaluation de 4 heures qui vous a été proposée il y a 2 semaines. Et évidemment, je n'ai pas corrigé la partie P7 qui revenait à ma collègue, donc que vous avez dû voir ensemble. Donc moi, je vais reprendre l'ensemble des corrections. Je vais rappeler les règles, ce qui va vous permettre de regarder ce que vous avez fait sur votre copie et de corriger au fur et à mesure tout en prenant le temps. Alors, évidemment, l'entreprise Obnas avait un plan comptable, et ça, je vous encourage à toujours regarder ce plan comptable presque avant de commencer, parce qu'il y a des informations et pour lesquelles vous avez dont vous avez l'obligation d'utiliser. Si un compte existe dans le plan comptable de l'entreprise, vous êtes obligé de l'utiliser. Si vous en utilisez un autre, choisis le plan comptable, le PCG, eh bien en fait, vous allez perdre des points. Voilà, alors je vais pas reprendre l'émission les unes après les autres, je vais le faire directement. Donc il y avait une partie P1, P2, P3 et P4, et on va voir comment il fallait les traiter. Alors dans un premier temps, on vous demandait de comptabiliser cette facture qui n'avait pas été comptabilisée. Et pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas vu que c'était une immobilisation, puisque un compte existait dans le plan comptable de cette entreprise afin de comptabiliser cette opération. Alors la facture était de 28,11, on l'a comptabilisé dans les opérations des achats ou des OD pour les immobilisations, ou si un journal d'IMO existait, on pouvait utiliser le journal d'IMO. Le virement l'échéance était à 30 jours et l'entreprise qui a envoyé la facture était Cap Vital Santé. Donc il fallait comptabiliser en 215 pour le coût d'acquisition, le coût de mise en service, qui intègre ce qui nous oblige à intégrer les frais de transport dans le coût de revient de l'immobilisation. Ça, c'est une règle fondamentale. Sauf information contraire de l'organisation comptable, vous devez intégrer l'ensemble des coûts qui permettent la mise en utilisation de l'immobilisation. Ici, c'était des lits. Voilà, des réductions. Il y avait des réductions commerciales de 10%, auxquelles se rajoutait la TVA, et on pouvait constater un acompte. Donc au niveau de la structure de l'écriture, il vous était demandé d'utiliser les comptes généraux à 6 chiffres et le plan de tiers, ainsi que de noter la date et le journal de comptabilisation. Le libellé tel que je vous l'ai demandé doit présenter le nom du tiers, le numéro de document, externe ou interne, l'échéance si vous l'avez, et mode de paiement éventuellement. Voilà, donc on devait cumuler l'ensemble des frais et tenir compte des réductions pour trouver la valeur de 27 736 avec une TVA sur l'immobilisation et un compte de fournisseur d'immobilisation en 404. Les acomptes, je rappelle que les acomptes sur acquisition d'immobilisation sont comptabilisés en 238. Voilà pour la première écriture d'acquisition des immobilisations. Ensuite, il y avait un compte 471. Le comptable n'avait pas su comment comptabiliser le crédit bail pour des véhicules qui sont loués à long terme par l'entreprise. Bien, il fallait retrouver dans le plan comptable, ça vous l'avez généralement fait, les comptes de charges correspondantes, donc 612, 220, 230 et 240. Mais par contre, au niveau du montant qui a été comptabilisé en charge, il faut faire très attention puisque vous aviez une TVA non déductible sur le véhicule de tourisme. Donc le montant hors taxe était de 526 sur la Peugeot 308. Il fallait faire 526 fois 1,20 pour avoir le montant TTC du crédit bail. Puis en TVA déductible, évidemment, il fallait reprendre les deux TVA déductibles des deux autres, du boxeur et du trafic. Donc on pouvait faire de 634, c'est la montant de la charge, plus 325, auquel que l'on multipliait par 0,20. Donc attention, les véhicules de tourisme, il y a toujours des particularités. Rappelez-vous, TVA non déductible sur les dépenses inhérentes aux véhicules de tourisme.
Ensuite, bon, je m'arrête juste là pour dire qu'il y a des informations sur l'essence en janvier 2021. Bien, le TVA déductible sur l'essence a évolué par rapport aux autres années, donc elle est déductible à 80%. Voilà. Donc attention, la TVA était déductible qu'à 80% et il fallait compter 20% de TVA non déductible. Donc on retrouvait le boxer et le trafic. Donc là sur le gasoil, pas de difficulté particulière concernant les montants hors taxes que l'on doit comptabiliser. Donc on a additionné les deux montants hors taxes qui sont ici. La TVA, les deux TVA, elle est en TVA déductible. Mais par contre, l'essence sur véhicule de tourisme n'est déductible qu'à 80%. Qu'à 80%. Ce qui veut dire que 20% de la TVA sur l'essence de la Peugeot 800 3008 n'est pas déductible. Donc c'est pour ça que vous avez 65,93 fois 0,20 pour déterminer le montant de la TVA non déductible. Cette TVA non déductible doit être retirée de l'ensemble de la TVA déductible de la facture et rajoutée à la dépense hors taxe comptabilisée. Voilà. Donc il fallait bien le faire, 2677,87 plus la partie de la TVA non déductible de la Peugeot 3008. Voilà, ça c'était pour le P1. Ensuite pour le P2, on vous demandait de régulariser la sortie de l'actif, c'est-à-dire la mise au rebut de lits médicalisés puisqu'on en a acheté de nouveaux. Et vous aviez donc la fiche qui était proposée de Dream 02. Je vous fais remarquer que le compte d'affectation comptable était fourni, donc c'était 215,100. Donc vous ne pouvez pas utiliser notre compte puisque dans le logiciel, eh bien c'est le compte qui a été activé. Donc pour faire la sortie de l'actif, la mise au rebut, eh bien on doit réutiliser le même compte. Ensuite on regarde si l'immobilisation a été amortie. Donc déjà on voyait que on l'avait depuis longtemps. Et on voyait ici des amortissements comptables linéaires, cumulés 2780 l'année dernière, et cumul N 2780. Donc on était dans l'amortissement total des lits, puisqu'ils avaient été acquis pour un montant hors taxe de 2780. Donc la mise au rebut était simple, il suffisait juste d'annuler les amortissements en 28 15 10 par le 215 100, donc au crédit, puisqu'on doit faire la sortie de l'actif. Alors certains d'entre vous ont rajouté le 775 mais ont mis 0, ce qui était acceptable. Ensuite, il y avait des extraits de crédit bail qui vous étaient fournis et qui permettaient de continuer les opérations d'inventaire, puisque quand on a des crédits bail, on sait qu'on généralement on paye en début de période, ce qui fait que les périodes des charges ou de dépenses bien sont à cheval sur 2 années, et c'était le cas ici. Donc on voyait qu'on avait une redevance qui allait du 15 décembre au 15 janvier N plus 1 pour les trois comptes de charge. Bien, il fallait faire une régularisation à l'inventaire puisque du 15 décembre au 15 janvier il y avait un mois, et bien il y avait 15 jours qui correspondaient à l'exercice N plus 1. Donc on a déjà comptabilisé dans le compte 612-220 un mois de crédit bail, dont la moitié correspondait à l'exercice N plus 1. Donc il fallait faire une charge constatée d'avance. Voilà, donc on devait annuler temporairement, puisque l'écriture va être contrepassée au 1er janvier, les comptes 612, 220, 230, 240, pour la moitié chacun. Pas de difficulté particulière. Donc ça, c'est une régularisation très classique de crédit bail. Ensuite, il y avait des fournitures administratives qui n'avaient pas fait l'objet d'un suivi de stock, non utilisées au 31 décembre. Donc ici, il fallait faire aussi des charges constatées d'avance. Si jamais on vous avait dit que ces produits étaient stockés, bien la variation de stock aurait fait mécaniquement la correction du compte de charge. Donc ici, c'était pas le cas. Donc on doit faire une facture de charge constatée d'avance par le 486 et on annule les comptes temporairement 606 400 et 626 frais de communication. Dans les écritures
de charges constatées d'avance, on remet pas en cause la TVA. De toute façon, à chaque fois, dans les opérations d'inventaire, on utilise un compte d'attente de TVA, donc ça remet pas en cause fondamentalement la TVA, c'est juste pour avoir une écriture qui colle le plus à une réalité. Ensuite, il y avait une facture de petit matériel hors taxe qui a été comptabilisée le 5 janvier N+1. Or, la livraison avait été effectuée le 28 décembre. Ben voilà, donc on a quelque chose qui nous a été livré, du petit matériel, et on n'a aucun document comptable dans l'exercice N. La facture allait être comptabilisée en N+1. Donc ici, évidemment, au 31 décembre, on n'a rien dans les comptes, il faut comptabiliser une facture à recevoir, 606 300, avec une TVA en attente à régulariser, 44 58 6 parce que c'est une charge, et par le 408 100. Donc ça, c'est des écritures ultra classiques d'ajustement des charges. Ensuite, il y avait un salarié qui était absent et qui a été remplacé par un intérimaire en fin d'année N, hein, évidemment. Il a été remplacé par un intérimaire et la facture sera envoyée plus tard, donc le 10 janvier N+1. Et on vous donnait le montant de la facture. Donc toute la prestation correspondant à la fin du mois de l'année N va être comptabilisée quand N+1. Donc on a également une facture d'intérimaire avec une facture à recevoir en 408 100 avec le compte d'intérim et une TVA régularisée correspondant. Pas de prorata temporis puisqu'on vous disait que ça correspondait à la fin de l'exercice N et on n'avait pas plus d'informations. Ensuite, il y avait un rabais remise ristourne qui n'avait pas été accordé à un client. Disons pareil, c'est une information, un cas extrêmement classique. Il y a eu une négociation, donc ça fait 658 € hors taxe. Et l'avoir sera établi plus tard, donc il faut faire un avoir à établir. On va comptabiliser un 709 100, un 44 58 60 et le 419 800. Donc ça, on l'avait vu en cours, en exercice. C'était un cas classique. Ensuite, il y avait la masse salariale qui était donnée, 145 000 € pour l'ensemble de l'année N, un taux de charge moyenne patronale et un taux fiscal sur les charges sociales de 3%. Et on vous disait la provision pour congé payé n'a pas été comptabilisée. Donc ici, il fallait faire un calcul puisque la masse salariale d'une année c'est 145 000 €. J'ai divisé par 10 directement, j'aurais peut-être dû le faire après, ça faisait 14 500. Mais ça c'est une indemnité congé payé pour l'ensemble de l'année. Or, vous devez comptabiliser en provision pour congé payé les congés payés qui sont dus pour l'exercice suivant. Donc ça c'est une provision. Bien on va faire 14 500 pour 12 mois et on doit comptabiliser 7 mois. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 7 mois durant lesquels les salariés ont acquis des congés payés. Et ça donnait 8 458,33. Auxquels s'ajoutent les charges patronales, donc à 45%, on multiplie ce montant, ça donne 3 606 par 25, et auquel ça ajoute des charges fiscales qui vous sont données, qu'on peut comptabiliser en 633 ou en 631. Et pareil, on repart sur la base de 8 458,33 multiplié par 0,03 et ça donne une charge fiscale. Donc l'écriture comportait 6 lignes. Pour beaucoup, vous avez oublié les charges fiscales. Bon, c'était déjà bien d'avoir fait les calculs et comptabiliser l'indemnité congé payé et les charges patronales. Ensuite, il y avait une partie fiscale qui vous était demandée. Et je rappelle une chose, vous devez, à chaque fois que vous faites un traitement fiscal, vous devez le justifier. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous perdez des points. Et si vous ne faites rien dans le traitement fiscal, eh bien, vous perdez aussi des points si vous ne justifiez pas. De toute façon, si vous faites quelque chose sans le justifier alors qu'il n'y avait rien à faire, évidemment, vous n'avez pas de points.
Donc les informations, il y avait un bénéfice comptable à reprendre dans la ligne réintégration. Vous disiez quel est le montant qui va être soumis à l'impôt. Ben évidemment, c'est le montant qui apparaît à la fin du document préparatoire à la 2058, déduction réintégration, comme on l'a fait pendant plusieurs semaines en cours. Donc on reprenait le résultat comptable. À l'origine, dans le sujet, il y avait un petit, voilà, vous pouviez être induit en erreur. Bon, j'ai compté, à partir du moment où vous aviez mis quelque chose en début de déduction intégration, j'ai compté des points. Alors première chose, la TVS ou TVTS, taxe sur les véhicules de société de tourisme, bah, c'est une charge non déductible, elle doit être réintégrée, c'est très classique. Il en était de même pour les amendes et pénalités. Lorsqu'elles sont payées, enfin, pas lorsqu'elles sont payées, les amendes et pénalités sont des charges qui ne sont jamais déductibles. Donc, une fois qu'elles ont été comptabilisées, on doit les réintégrer pour le calcul fiscal de l'impôt. Les dons, il y avait des dons avec un certain nombre d'informations, puisque la règle s'applique lorsque le don est inférieur à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Ici, avec des dons à 580, c'est pas la peine de calculer la limite, puisqu'elle est vraiment très, c'est un chiffre qui est très bas. Eh bien, pardon, 450, le don. Ce don va faire l'objet d'un crédit d'impôt. Il va y avoir une réduction d'impôt de 60%. Et à ce titre-là, comme l'avantage fiscal est exceptionnel, c'est vraiment très intéressant d'avoir une réduction d'impôt. Eh bien, la charge elle-même n'est pas déductible. Il faut donc la réintégrer. Ensuite, il y avait des locations de crédit bail de véhicules de tourisme, puisqu'il y avait le 3008. Eh bien, ce 3008, l'amortissement n'est pas déductible en totalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre le montant TTC théorique du véhicule. Donc, c'est pour ça que j'ai repris 30 700 fois 1,20, et ça me donne le montant TTC du véhicule, divisé par 5, et ça donnait un amortissement théorique et économique de 7368. Attention, il était dit dans les textes qu'on traitait les réintégrations concernant l'amortissement des véhicules de tourisme qui sont donnés à location longue durée, comme si on a été propriétaire. C'est pour ça que le traitement est le même que lorsqu'on est propriétaire, c'est dans les annexes. Quand on regardait la consommation de CO2, on voyait qu'on avait droit à un amortissement fiscal sur une base maximale de 18 300 divisé par 5 pour 5 ans d'activité de ce véhicule, et ça donnait 3660. Donc on avait un amortissement économique théorique de 7368, on soustrait 3660, et ça donne 3708 à réintégrer. Attention, certains vous avez réintégré 18 000, certains 18 000 divisé par 5, mais attends, il fallait refaire un calcul d'amortissement théorique, d'amortissement économique théorique avant de faire le retraitement. Voilà, alors il était juste demandé de calculer le montant imposable, mais le calcul de l'impôt n'était pas demandé dans mon évaluation. Voilà, donc j'espère que vous avez pris le temps pour bien recomprendre les informations et voilà, et mettre à jour votre savoir-faire. Merci à tous pour la fiscalité. Ensuite, il était demandé une partie P4. Voilà, donc on avait un salaire qui vous était fourni, il fallait justifier la retenue pour absence, et des questions ont été posées par la suite dans un courrier. Donc je vais le reprendre. Dans tous les cas, il faut chercher la méthode qui est appliquée, la retenue pour absence. Ici, c'était la méthode de l'horaire réel. Et vous aviez les mois et les nombres, la durée mensuelle réelle qui était fournie ici en janvier 154 heures et en février 140 heures. Voilà, il y avait une petite question sur le respect des droits à congés payés puisque le salarié a été malade et on vous demandait s'il perdait des jours de congé correspondant à la période d'absence. Et en fait, quand on regardait la convention collective, lorsque le salarié avait respecté les conditions, eh bien la retenue pour absence dans certaines limites n'entraînait pas la retenue pour absence pour maladie dans les limites qui étaient précisées, eh bien n'entraînait pas de conséquences sur le calcul du droit à congé, sur les droits à congé payés. Donc il fallait lire l'annexe et puis vous trouviez facilement la réponse. Ensuite,
On vous demandait de justifier les 403,76 euros. Attention, dans ce corrigé, j'ai juste mis le calcul, mais on attend de vous d'autres choses. Il fallait trouver l'information que la retenue pour absence était calculée en heures réelles. Qu'il avait été absent 5 jours ouvrés, et qui travaillait 7 heures par jour, donc ça faisait 35 heures. Et la base de calcul devait tenir compte de la prime de 26,25. Donc ça, il faut bien l'expliquer. Ensuite, il était demandé de calculer le montant des IJSS de la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie. Eh bien là, il fallait appliquer la règle qui vous était fournie, hein, dans l'ensemble, vous y avez réussi, mais bien expliquer comment on fonctionne, hein, que la durée est retenue en jour calendaire avec 3 jours de carence calendaire. Et on prend les 3 derniers mois de salaire, donc on additionne, on divise par 91,25, et on multiplie par 0,5, ça donnait le 29,51 € par jour calendaire fois 4 jours. Voilà. Attention, une fois encore, là il n'y a que les calculs, mais vous deviez expliquer. Ensuite, il est parti du congé du 3-02 8h au 11-02 8h, hein, donc attention, il revient pas le 11, il revient le 10, et déterminer la retenue pour absence. Les retenues pour absence, beaucoup se sont trompés. Les retenues pour absence sont calculées en heures. Donc en fait, il était absent 6 jours de travail, donc il fallait faire 6 fois 7. Et reprendre le brut plus la prime et diviser par la durée mensuelle du mois de février. Ici, c'était 140 heures. Attention, vous deviez à nouveau expliquer, mais un petit peu moins, puisqu'en haut, vous avez déjà expliqué les règles. On attendait, il y avait des questions concernant la règle du maintien, donc vous avez eu les points à partir du moment où vous avez expliqué, même si vous aviez un calcul qui n'était pas juste. La règle du maintien, c'est la compensation de la retenue pour absence par l'indemnité calculée sur cette méthode. Ensuite, on vous demandait de porter un soin particulier sur la règle du dixième. Et bien là, vous deviez reprendre l'ensemble des salaires de juin à mai, les additionner, diviser par 10. On retrouve la provision pour congé payé, hein, divisé par 10. Sauf que la provision pour congé payé, elle est en décembre, tandis que là, il est resté sur l'ensemble de la période, c'est-à-dire qu'on doit retrouver les 12 mois de juin à mai, qui ont permis de générer l'indemnité totale de congé payé. Donc il fallait faire l'addition. Attention à pas confondre avec l'année civile, hein, c'est toujours pareil, il y a le décalage de juin à mai. Et là on divisait par 10, et ça nous donnait l'indemnité totale pour un nombre de jours de congé qui est de 30 jours, puisqu'il était là pendant 12 mois. Donc l'indemnité par jour c'est 72,31, et ce salarié était parti en congé 7 jours ouvrables. 6 jours... Donc ensuite, c'était 7 jours ouvrables, donc il fallait trouver 506,16. Ensuite, il était demandé le solde, c'était 30 jours moins 20 moins 7, c'est-à-dire 3 jours pour la période NN-1, et pour la période NN plus 1, eh bien, il y avait 9 mois fois 2,5, ça fait 2,5 jours.